3 mois d'arrêt, des frontières figées et un secteur entier mis en pause sans bruit. Au Burkina Faso, la suspension totale du tourisme après un coup d'État manqué transforme un canal civil ordinaire en enjeu sécuritaire central, révélant une rupture entre ouverture économique et perception du risque. Que révèle ce choix sur le niveau de menace perçu par le pouvoir d'Ibrahim Traoré et sur la confiance désormais accordée aux flux étrangers les plus banals ? Dans ce contexte, la prévention devient un signal politique. Cette séquence promet une chose simple: comprendre ce que révèle réellement une décision présentée comme temporaire, mais lourde de conséquences. Pour le spectateur, l'enjeu est clair: saisir comment un État redéfinit ses priorités quand la sécurité perçue l'emporte sur la continuité économique. Ce choix n'est pas isolé ni improvisé, il s'inscrit dans une logique où la prévention prime sur la réparation, même au prix d'un choc immédiat pour des milliers d'acteurs sans lien avec la menace évoquée. L'analyse qui suit ne cherche ni à justifier ni à condamner. Elle vise à décortiquer les mécanismes, les raisonnements et les effets concrets de la suspension du tourisme au Burkina Faso. Qui supporte le coût réel de cette mesure ? Quels signaux envoie-t-elle à l'intérieur du pays, mais aussi à l'extérieur ? Et surtout, que change-t-elle durablement dans la manière de penser les flux civils ? En suivant les faits, les temporalités et les arguments avancés par le pouvoir d'Ibrahim Traoré, cette lecture propose des clés pour interpréter une décision qui dépasse largement le seul secteur touristique. 3 mois de suspension, annoncés comme strictement temporaires, ont suffi pour faire basculer un secteur entier dans une logique de sécurité renforcée. Ce délai, présenté par les autorités comme le temps nécessaire pour enquêter, recouper des données et revoir les procédures, révèle un changement plus profond dans la manière dont l'État perçoit désormais les canaux civils. Tout part d'une tentative de coup d'État manqué que le pouvoir ne lit pas comme un acte isolé ou improvisé. Selon la version officielle, les éléments recueillis au fil des semaines dessinent un schéma plus structuré, impliquant des arrivées fragmentées, espacées dans le temps, sans coordination visible immédiate. Ce sont les recoupements progressifs des déplacements, des communications et des rencontres qui auraient transformé des séjours apparemment banals en indices d'une menace préparée et influencée de l'extérieur. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, cette lecture modifie radicalement le cadre d'analyse. Le tourisme, auparavant perçu comme un secteur économique périphérique, devient un vecteur potentiel de vulnérabilité. L'idée avancée est simple: maintenir un régime touristique normal pendant une enquête active aurait ajouté une pression inutile sur les services de sécurité, tout en laissant ouverte une faille jugée exploitée. Dans ce contexte, la décision de suspendre toutes les activités touristiques pour 3 mois est présentée comme délibérée et ciblée. Elle vise à offrir une fenêtre de temps pour examiner les entrées passées, filtrer les situations en cours et réévaluer les mécanismes de contrôle sans l'afflux continu de visiteurs. L'accent est mis sur la prévention plutôt que sur la réaction après coup, une priorité revendiquée par le pouvoir. Cette approche inscrit l'événement dans une dynamique plus large. La sécurité est posée comme un préalable à toute normalisation, même si cela implique un coût économique immédiat. Le gouvernement reconnaît ce coût, mais le compare à ce qu'il décrit comme un risque systémique pour l'État. La question centrale devient alors moins celle du tourisme en lui-même que celle de la frontière entre ouverture et vulnérabilité, telle qu'elle est redessinée dans un contexte de menace perçue. Pour comprendre les effets immédiats de la suspension, il faut quitter le niveau institutionnel et observer ce qui se passe à hauteur d'acteurs concrets. Dans les villes et zones fréquentées par les visiteurs, la décision se traduit par une rupture brutale des routines. Hôtels, guides, chauffeurs et petites structures locales voient leurs activités s'arrêter presque du jour au lendemain, sans période de transition ni visibilité claire sur la reprise. Très vite, un premier effet se fait sentir dans la gestion des personnes déjà présentes sur le territoire. Les sorties ne sont plus automatiques. Chaque situation fait désormais l'objet d'un examen individuel, transformant une procédure administrative ordinaire en un dispositif de filtrage sécuritaire renforcé. Cette logique introduit une incertitude nouvelle pour les ressortissants étrangers, mais aussi pour les acteurs locaux qui dépendent de ces flux pour maintenir leur activité quotidienne.
Du côté de l'État, la mesure modifie immédiatement la charge de travail des services de sécurité et de l'administration. Les contrôles se multiplient, les données sont croisées et les enquêtes en cours prennent le pas sur les fonctions économiques habituelles. Sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, cette phase est décrite comme un moment de transition durant lequel l'efficacité sécuritaire prime sur la fluidité des échanges. À l'intérieur du pays, les réactions sont contrastées. Une partie de la population soutient la décision, estimant que la protection de la stabilité politique doit prévaloir sur les pertes économiques à court terme. D'autres expriment leurs inquiétudes face à l'arrêt des revenus et à l'absence de mécanismes de compensation clairement annoncés. Ces impacts précoces révèlent un point central. La suspension du tourisme n'est pas abstraite. Elle affecte des trajectoires individuelles, redistribue les priorités institutionnelles et installe un climat d'attente. Plus qu'une mesure technique, elle agit comme un signal indiquant que dans le contexte actuel, la sécurité est désormais traitée comme le filtre principal de toute activité civile. Avant la décision gouvernementale, le fonctionnement du tourisme au Burkina Faso reposait sur un cadre relativement stable. Les entrées s'effectuaient selon des contrôles administratifs standards avec une présomption de bonne foi accordée aux visiteurs civils. Ce régime, hérité d'une logique économique et culturelle, traitait le tourisme comme un secteur distinct des enjeux de sécurité politique. La tentative de coup d'État manqué vient rompre cette séparation implicite et déclenche une relecture complète du dispositif existant. D'abord vient le temps de l'alerte. Dans les jours qui suivent l'échec de la tentative, les autorités évoquent l'ouverture d'enquêtes intensives, arrestations, analyse de communication, recoupement de déplacements et examen de réseaux présumés sont mentionnés, sans que l'ensemble des informations ne soit rendu public. Cette opacité partielle alimente l'idée que la menace perçue dépasse ce qui est immédiatement visible. Le récit officiel revient sur un point. Il ne s'agirait pas d'un acte isolé, mais d'un phénomène préparé, financé et influencé de l'extérieur. Ensuite, la tension monte au fil des investigations. Au fil des investigations, certains schémas commencent à émerger selon le gouvernement. Des individus seraient entrés séparément, à des périodes différentes, sans coordination apparente. Ce sont les croisements progressifs entre mouvements, communication et rencontres qui transforment ces séjours apparemment ordinaires en éléments d'un ensemble plus large. Dans cette lecture, le canal touristique, fondé sur la régularité et la prévisibilité, devient un point faible exploitable. C'est dans ce contexte que s'opère le basculement décisionnel. Maintenir une activité touristique normale pendant la phase d'enquête est alors présenté comme une prise de risque inutile. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, la priorité affichée est de prévenir une répétition plutôt que de réparer après coup. La suspension totale du tourisme pour 3 mois est annoncée comme une mesure ciblée, limitée dans le temps, mais d'une portée exceptionnelle. Vols, agences de voyage, circuits organisés et déplacements assimilés sont mis en pause simultanément, sans exemption sectorielle. Puis viennent les répercussions immédiates. La chaîne touristique se fige presque instantanément, des milliers de situations individuelles sont placées en attente, qu'il s'agisse de réservations annulées, de déplacements interrompus ou de revenus soudainement suspendus. Pour les ressortissants étrangers déjà présents, les sorties ne sont plus automatiques. Chaque cas est examiné individuellement afin de distinguer les séjours jugés légitimes de ceux considérés comme potentiellement suspects. Enfin, la justification politique s'installe. Le pouvoir assume le coût économique immédiat et le présente comme un sacrifice temporaire face à ce qu'il décrit comme une menace existentielle pour l'État. La suspension est intégrée dans une ligne plus large où la sécurité est posée comme un préalable à toute normalisation. Ce choix redéfinit la posture de l'État, affirmant que, dans un contexte jugé instable, l'ouverture sans filtre n'est plus considérée comme une option viable. Avant la tentative de coup d'État manqué, le régime touristique fonctionnait sur une base simple, des flux réguliers, des contrôles administratifs standards et une présomption de légitimité accordée aux visiteurs civils. Après l'événement, ce même cadre est requalifié par les autorités comme insuffisant face à une menace jugée plus diffuse, plus discrète et plus difficile à détecter à l'avance.
D'abord, un repère simple est mis en avant, 3 mois de suspension. Cette période est présentée comme strictement fonctionnelle. Selon le discours officiel, elle correspond au temps jugé nécessaire pour examiner les entrées passées, poursuivre les enquêtes en cours et revoir les protocoles de sécurité. 3 mois, ce n'est pas une fermeture définitive, mais ce n'est pas non plus un simple ajustement administratif. Le pouvoir insiste sur le fait que ce délai constitue une fenêtre d'action mesurable, au terme de laquelle un bilan devra être établi. Autre point mis en avant, l'ampleur de la mesure. Toutes les activités touristiques sont suspendues simultanément. Vols liés au tourisme, agencement de voyage, circuits organisés et déplacements assimilés. L'absence d'exemption sectorielle est utilisée comme un indicateur de cohérence interne. Selon les autorités, laisser subsister une activité partielle aurait maintenu des failles potentielles dans un dispositif en cours de réévaluation. L'arrêt quasi total de la chaîne touristique devient ainsi un signal de fermeté, destiné autant aux acteurs internes qu'aux observateurs extérieurs. Autre détail, très concret, la gestion individualisée des situations. Les sorties du territoire ne sont plus automatiques. Chaque cas est soumis à une vérification spécifique, rompant avec le traitement homogène des flux touristiques antérieurs. Cette transformation d'un processus collectif en une série de décisions discrétionnaires, encadrées par les services de sécurité, marque un changement net dans la doctrine de contrôle. Le tourisme n'est plus perçu comme un flux continu, mais comme une succession de profils à évaluer. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, ces indicateurs sont mobilisés pour défendre une logique de réduction du risque plutôt que d'élimination totale de la menace. Le pouvoir reconnaît que la suspension ne garantit pas une sécurité absolue. Elle est présentée comme une mesure transitoire visant à réduire les angles morts identifiés lors des enquêtes. Dans cette lecture, le coût économique immédiat est décrit comme mesurable et réversible, contrairement à ce qui serait, selon les autorités, un nouvel échec sécuritaire. Le contraste avant-après structure l'argumentaire. Avant, la confiance reposait sur des documents formels et des contrôles administratifs classiques. Après, elle doit s'appuyer sur des vérifications croisées, une coordination renforcée entre immigration, renseignement et administration, et une attention accrue portée au schéma de déplacement jugé atypique. La suspension du tourisme devient ainsi un outil, non une fin en soi, destiné à permettre cette transformation. Ces éléments chiffrés et procéduraux ne disent pas tout de l'efficacité réelle de la mesure. Ils éclairent toutefois la logique interne du pouvoir. Accepter une rupture économique temporaire pour affirmer que, dans un contexte de menace perçue, la normalité antérieure n'est plus considérée comme un point de référence suffisant. Les critiques de la suspension du tourisme s'articulent autour de 2 arguments principaux, souvent avancés par des observateurs économiques et certains acteurs locaux. D'abord, une critique vise l'efficacité réelle de la mesure. Selon cette lecture, fermer un canal civil visible ne suffit pas à neutraliser des réseaux clandestins qui, par définition, ne dépendent pas exclusivement de circuits touristiques formels. Des acteurs déterminés peuvent contourner des restrictions affichées, utiliser d'autres points d'entrée ou s'appuyer sur des mécanismes moins prévisibles. Dans cette perspective, l'arrêt total du tourisme toucherait surtout des visiteurs ordinaires et des travailleurs locaux, sans garantie proportionnelle de réduction du risque. Ensuite, une autre critique porte sur les effets à moyen et long terme. Suspendre un secteur entier sur la base d'enquêtes encore en cours pourrait, selon les détracteurs, normaliser des mesures d'exception. La frontière entre une réponse temporaire à une crise et une restriction durable deviendrait alors plus floue. Cette méfiance systématique envers les flux étrangers risquerait d'altérer l'image du pays, de compliquer la reprise future et de fragiliser un tissu économique déjà exposé à l'instabilité régionale. Dans ce cadre, le coût collectif serait supporté par des acteurs sans lien direct avec la tentative de coup d'État. Face à ces critiques, le pouvoir développe une réponse structurée. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, la tentative manquée est présentée non comme un incident isolé, mais comme le symptôme d'une stratégie plus large de déstabilisation, utilisant précisément des espaces civils peu soupçonnés. L'argument central est celui de la prévention.
Même si la mesure n'élimine pas tous les risques, elle réduirait la probabilité de répétition pendant une phase d'enquête active en fermant temporairement un canal identifié comme vulnérable. Le gouvernement insiste également sur le caractère borné dans le temps de la suspension. 3 mois sont avancés comme un repère fonctionnel destiné à corriger des failles perçues et à renforcer les procédures, non à ériger une barrière permanente. Dans cette logique, le coût économique est reconnu, mais comparé à ce qui est décrit comme un risque systémique pour la stabilité politique. La perte de revenus sur une période définie est jugée mesurable et réversible, tandis qu'un nouvel échec sécuritaire serait, selon cette lecture, irréversible. Ce face-à-face d'arguments met en lumière une tension centrale. Il ne s'agit pas d'opposer sécurité et économie de manière abstraite, mais de déterminer quel niveau de rupture est jugé acceptable lorsqu'un pouvoir estime que la stabilité elle-même est menacée. La décision ne se présente donc ni comme une solution parfaite, ni comme un simple geste symbolique, mais comme un pari assumé dans un contexte d'incertitude. Ce point marque un basculement dans le récit officiel. Jusqu'ici, la suspension pouvait être lue comme une réaction exceptionnelle à une menace immédiate. À ce stade, elle apparaît plutôt comme un levier destiné à transformer durablement la manière dont l'État contrôle ses accès. Le cœur du changement ne réside pas uniquement dans l'arrêt des flux, mais dans la requalification du tourisme lui-même. D'activité économique ordinaire, il devient un espace d'analyse sécuritaire intégré. Selon les autorités, les enquêtes menées après la tentative de coup d'État ont révélé une faille plus profonde que prévu. Ce ne sont pas des mouvements massifs ou spectaculaires qui auraient alerté, mais des arrivées fragmentées, espacées, suffisamment discrètes pour passer sous les radars administratifs classiques. Ce constat conduit à une conclusion implicite. Les dispositifs fondés sur la routine et la présomption de bonne foi ne sont plus adaptés à des méthodes jugées plus diffuses. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, cette lecture justifie une redéfinition des priorités. La suspension du tourisme sert de pause opérationnelle, permettant de revoir les protocoles, de renforcer la coordination entre services et d'introduire des vérifications croisées plus approfondies. L'objectif affiché n'est pas de fermer durablement le pays, mais de modifier les règles du jeu avant toute reprise. Ce moment agit comme un révélateur. Il montre que la décision ne vise pas seulement à gérer une crise ponctuelle, mais à poser les bases d'une doctrine où l'ouverture n'est plus automatique. La question centrale devient alors celle des conséquences concrètes de ce changement, non seulement pour l'État, mais pour ceux qui vivent de ces flux. Les effets de la suspension du tourisme ne se répartissent pas de manière uniforme. Ils se déploient différemment selon les acteurs concernés, révélant des priorités, des vulnérabilités et des marges de manœuvre distinctes. On distingue surtout 4 groupes exposés: l'État, les entreprises, les citoyens et l'environnement régional. Du côté de l'État, la mesure renforce d'abord une posture d'autorité. En suspendant un canal d'entrée jugé vulnérable, le pouvoir affirme sa capacité à agir rapidement et à imposer des décisions coûteuses au nom de la souveraineté. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, cette fermeté est présentée comme un signal adressé autant aux institutions internes qu'aux acteurs extérieurs. Elle consolide une image de contrôle et de vigilance accrue. Mais elle engage aussi la responsabilité du pouvoir quant aux résultats concrets de l'enquête durant la période annoncée. Si les 3 mois ne débouchent pas sur des ajustements visibles ou des conclusions claires, la crédibilité de la mesure pourrait être questionnée. Pour les entreprises liées au tourisme, l'impact est immédiat et souvent brutal. Hôtels, agences de voyage, guides, chauffeurs et petites structures locales voient leurs revenus s'interrompre presque instantanément. La chaîne économique se fige sans mécanisme de compensation clairement détaillé. Cette mise en attente forcée fragilise un tissu déjà exposé à l'instabilité régionale. Même si la suspension est présentée comme temporaire, l'incertitude pèse sur la capacité de ces acteurs à absorber un choc prolongé. La reprise future dépendra non seulement de la levée des restrictions, mais aussi de la confiance retrouvée des visiteurs et des partenaires. Pour les citoyens, les conséquences sont plus diffuses, mais tout aussi réelles. Dans les zones où le tourisme constituait une source essentielle de subsistance, l'arrêt des activités affecte directement les revenus familiaux et la vie quotidienne.
Cette situation alimente un sentiment d'incertitude, y compris chez ceux qui reconnaissent la gravité du contexte sécuritaire. Une partie de la population soutient la décision, estimant que la protection collective doit primer. D'autres redoutent que le coût social ne soit sous-estimé et que la durée annoncée ne se prolonge au-delà des 3 mois initialement prévus. Enfin, à l'échelle régionale, la suspension s'inscrit dans une tendance plus large observée au Sahel. Plusieurs gouvernements expriment une méfiance croissante envers les flux étrangers, les organisations civiles et les formes d'intervention indirectes. La décision du Burkina Faso pourrait influencer des choix similaires ailleurs, contribuant à une reconfiguration des flux régionaux et des pratiques de contrôle. Le tourisme, longtemps associé à l'échange culturel et économique, se trouve ainsi requalifié comme un espace de risque potentiel. Ces conséquences dessinent un paysage complexe. La suspension du tourisme n'est ni un simple geste symbolique, ni une réponse purement technique. Elle redéfinit les rapports entre ouverture, confiance et sécurité. La question qui s'impose est alors de savoir si ce choix restera une parenthèse stratégique ou s'il marquera un tournant durable dans la gouvernance des flux civils sous l'autorité d'Ibrahim Traoré. À l'issue des 3 mois annoncés, plusieurs trajectoires deviennent plausibles, selon la manière dont les autorités interpréteront les résultats de l'enquête et les ajustements opérés. Une première trajectoire est celle d'une reprise contrôlée, souvent présentée comme l'option de référence. Dans cette hypothèse, le tourisme redémarre progressivement sous des conditions plus strictes. Les procédures d'entrée sont renforcées, les contrôles deviennent plus croisés et les schémas de déplacement jugés atypiques font l'objet d'une attention accrue. La suspension apparaît alors rétrospectivement comme une parenthèse sécuritaire, coûteuse mais contenue, intégrée à un récit de reprise du contrôle sans remise en cause durable de l'ouverture. Une deuxième trajectoire, plus optimiste, s'appuie sur l'absence de nouvelles tentatives de déstabilisation et sur des résultats jugés probants par le pouvoir. Dans ce cas, la mesure pourrait être mise en avant comme un tournant ayant renforcé la crédibilité sécuritaire du pays. La prévention serait présentée comme réussie, justifiant le coût économique temporaire. Cette lecture permettrait de consolider la légitimité de la décision et de réactiver le tourisme avec un discours de vigilance maîtrisé sans transformer l'exception en norme permanente. Une troisième trajectoire est celle d'une prolongation, voire d'un durcissement. Si les enquêtes s'étendent, si de nouvelles menaces sont évoquées ou si les résultats restent flous, la tentation pourrait apparaître de maintenir, renouveler ou adapter les restrictions. Dans ce cas, la suspension cesserait d'être un événement ponctuel pour devenir un précédent. Les effets cumulés sur l'économie et sur l'image du pays deviendraient plus difficiles à contenir. La frontière entre mesures exceptionnelles et normalisation sécuritaire s'en trouverait brouillée. Ces 3 scénarios ne sont pas exclusifs les uns des autres. Ils dépendent de décisions politiques, d'éléments de sécurité difficiles à vérifier de l'extérieur et de la capacité du pouvoir à articuler discours, actes et résultats. Une clé de lecture s'impose alors. Observer les échéances annoncées, les changements structurels effectifs et la manière dont la reprise, si elle a lieu, est encadrée. C'est moins la durée exacte de la suspension que ce qu'elle produit après coup qui permettra d'évaluer si cette décision relève d'une gestion de crise ou d'un basculement plus durable. Au-delà des institutions et des scénarios politiques, la suspension du tourisme se traduit par des effets concrets qui touchent des trajectoires individuelles. Pour les travailleurs directement liés au secteur, l'arrêt brutal des activités signifie une perte immédiate de revenus et une dépendance accrue à des décisions sécuritaires sur lesquelles ils n'ont aucune prise. Cette situation crée une attente forcée, marquée par l'incertitude sur la durée réelle de la suspension et sur les conditions de reprise. Pour d'autres segments de la population, l'impact est plus indirect, mais tout aussi sensible. Les commerces, les services de transport locaux et certaines filières informelles qui bénéficiaient des flux touristiques sans y être formellement rattachés voient leur activité ralentir. Cette contraction économique alimente des inquiétudes sur l'emploi, la capacité à couvrir les dépenses courantes et la résilience des ménages dans un contexte déjà fragile. Du point de vue du public extérieur, la mesure modifie aussi la perception du pays.
Les visiteurs potentiels, les partenaires économiques et les acteurs culturels observent non seulement la suspension elle-même, mais la manière dont elle est expliquée, encadrée et levée. La confiance ne se reconstruit pas uniquement par la réouverture des frontières, mais par la clarté des règles et la prévisibilité des décisions. Pour le spectateur, suivre cette situation implique une posture particulière. Il ne s'agit pas d'adopter une position définitive, mais d'être attentif aux signaux concrets, respect des délais annoncés, communication sur les résultats des enquêtes et cohérence entre discours sécuritaires et mesures appliquées. De petits indicateurs, comme la transparence sur les protocoles ou l'accompagnement des acteurs touchés, peuvent en dire long sur la trajectoire engagée. Cette lecture invite à dépasser l'événement immédiat pour s'interroger sur un point plus large. Comment une société arbitre-t-elle entre vigilance et continuité économique lorsque les informations restent partielles et les risques difficiles à évaluer? C'est dans cet espace d'incertitude que se joue l'essentiel de la compréhension de cette décision. La suspension du tourisme est présentée par le pouvoir comme une phase devant déboucher sur des ajustements concrets. Sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, l'objectif affiché n'est pas de maintenir une fermeture indéfinie, mais d'utiliser ce délai pour reconstruire une architecture de contrôle jugée plus adaptée. D'abord, l'accent est mis sur la finalisation des enquêtes en cours. Les services de sécurité sont chargés de consolider les éléments recueillis, d'identifier les angles morts et de tirer des enseignements opérationnels des schémas observés lors de la tentative de coup d'État manqué. Ensuite, vient la question de la coordination institutionnelle. Les autorités évoquent un renforcement des liens entre immigration, renseignement et administration. Là où ces acteurs fonctionnaient auparavant de manière plus cloisonnée, l'ambition est de mettre en place des vérifications croisées plus systématiques. L'entrée sur le territoire ne reposerait plus uniquement sur des documents formels, mais sur une lecture plus fine des profils et des trajectoires de déplacement. Puis il s'agit de revoir les protocoles d'entrée et de sortie. Les flux touristiques ne seraient plus traités comme homogènes. Chaque situation devrait être évaluée plus précisément, avec une attention accrue portée aux schémas jugés atypiques. Cette approche vise à réduire les risques sans bloquer durablement l'ensemble des échanges civils. Enfin, se pose la question du calendrier et de l'évaluation. La durée de 3 mois est présentée comme un repère au terme duquel un bilan doit être établi. La réussite n'est pas définie par l'absence totale de risque, mais par la capacité à réduire les vulnérabilités identifiées. Cette logique se veut mesurable, même si les critères précis restent largement internes aux institutions. Et, en filigrane, un dernier enjeu concerne la communication et la crédibilité. La manière dont les résultats seront présentés, les ajustements rendus visibles et les conditions de reprise annoncées jouera un rôle central dans la reconstruction de la confiance, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. C'est à ce niveau que la suspension du tourisme cessera d'être une simple mesure d'urgence pour devenir ou non un élément structurant de la gouvernance sécuritaire sous Ibrahim Traoré. Au terme de cette séquence, le regard revient vers ceux qui ont ressenti la décision en premier. Les hôtels aux portes closes, les guides à l'arrêt, les chauffeurs sans itinéraire rappellent que la suspension du tourisme n'a jamais été abstraite. Elle s'est traduite par des journées suspendues, des revenus interrompus et une attente prolongée, vécue loin des salles de décision. Ce rappel ancre le débat dans une réalité concrète, faite de coûts acceptés sans certitude immédiate. Dans le récit officiel, cette attente est présentée comme le prix d'une vigilance assumée. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, le pouvoir insiste sur l'idée d'une pause nécessaire pour éviter une chute plus grave. La métaphore implicite est celle d'une porte qui se ferme pour empêcher un basculement irréversible. Elle résume une logique où la prévention, même coûteuse, est jugée préférable à la réparation après coup. Mais cette image appelle un retour. Une porte fermée n'a de sens que si elle peut être rouverte sous des conditions claires. Pour les acteurs touchés, l'enjeu n'est pas seulement la fin de la suspension, mais la visibilité sur ce qui change réellement après. Les protocoles annoncés, les critères de cuisse, de détis, de reprise et la cohérence entre discours et actes deviennent alors déterminants. Ce moment fonctionne comme un révélateur durable.
Il ne dit pas seulement comment un État réagit à une menace perçue, mais comment il arbitre dans l'incertitude entre protection et continuité. La sécurité redessine l'ouverture. La suspension du tourisme au Burkina Faso ne se résume pas à une décision administrative ni à un épisode isolé. Elle agit comme un marqueur d'époque, révélant la manière dont certains États redéfinissent aujourd'hui la frontière entre ouverture et contrôle lorsque la stabilité politique est perçue comme menacée. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, ce choix s'inscrit dans une logique assumée de prévention, mais il laisse ouvertes des interrogations qui dépassent largement le cadre national. Pour le public, l'enjeu n'est pas de trancher immédiatement, mais de suivre les évolutions concrètes. La durée réelle de la suspension, les conditions de reprise annoncées, les changements structurels mis en place après coup, constituent autant d'indicateurs plus parlants que les déclarations initiales. Observer ces signaux permet de distinguer une parenthèse stratégique d'un basculement durable dans la gouvernance sécuritaire. Cette situation invite aussi à une réflexion plus large. Jusqu'où un État peut-il aller pour se protéger sans transformer l'exception en règle? Comment les sociétés, à l'intérieur comme à l'extérieur, lisent-elles ces gestes silencieux mais lourds de conséquences? Suivre ce dossier, c'est s'interroger sur ces équilibres mouvants et sur la manière dont ils redessinent, parfois discrètement, les pratiques considérées comme acquises.